Et vous écoutez, enfin, si vous tenez le coup, après c'est presse-papier, surtout celui de Piquet-Coup, vous écoutez toujours, probablement, enfin on l'espère, Radio Soupente, la voix des rapins, 100 fois, sans loi et sans cravate, l'émission à Racaille. Nous sommes le 22 janvier 2019, le fond de l'air est frais, mais un beau ciel bleu, non, de la neige surtout, enfin, ce qu'on dit, et voilà. Et puis tout de suite, après ce presse-papier qui m'a angoissé à un max, je dois perdre une année de vie à chaque fois que je fais une émission, ou surtout comme au début de l'émission, quand on fait nos presse-papiers sur les choses politiques et ce qui se passe dans ce pays. On va vous causer au cours de cette émission, évidemment, d'Aubusson, capitale de la tapisserie, mais que deux camarades artistes ont visité et nous ont rapporté dans un entretien que nous avons eu dans cette soupente après un déjeuner roboratif. Oui, ils vont nous parler de leur vagabondage dans Aubusson. Il y a Corinne qui est une tapissière émérite. Nous on est un peu fous de son travail. Et puis Anne-Emmanuelle qui est plutôt une plasticienne, voilà, et qui toutes les deux ont chacune leur vision de la tapisserie, et puis surtout ont ressenti des choses un peu différentes et parfois communes en se baladant dans Aubusson, en allant dans des filatures, en allant chez les teinturiers, en allant chez, bref, des couturières, etc., etc. C'est assez, quand même, il y a beaucoup de corps de métier qui travaillent à Aubusson, beaucoup d'ateliers. Voilà, c'est quand même passionnant. Il y a une exposition en ce moment qui s'appelle comment l'exposition. Elle est terminée, l'exposition qu'elles avaient vue sur les premières de Cordée. Oui, premières de Cordée, voilà. Non, ça n'a rien à voir avec Macron, hein, c'est Aubusson. Ouais. Voilà, alors, bon, on a cet enregistrement qu'on va vous passer à combien de minutes? Alors, on a 40 minutes d'enregistrement on va faire deux parties parce qu'elles ont chacune des pauses musicales qui leur sont chères. Donc, on mettra l'hymne des femmes pour Corinne et Veritas Quo par Daft Punk pour Anne-Emmanuelle. Puis après, nous, on reprendra un petit peu quelques points sur ce qu'elles ont raconté. Voilà, vous êtes au jus de tout, donc c'est sur Radio Soupente, c'est l'émission Araka qui poursuit ses petites pérégrinations dans la vie. Là, on a endossé un nouveau costard, on se sent bien dedans, on est à l'aise et on poursuit nos turpitudes sur le web. Bienvenue aux auditeurs de Radio Soupente, je suis Corinne, donc je suis particulièrement heureuse d'être là aujourd'hui parce que après les grands chamboulements et les grandes horreurs qui ont traversé Arakaï, je suis bien contente d'être là avec Dominique, Robert et puis Anne-Emmanuelle. Mano. Et en fait, on va vous parler moi je fais de la tapisserie, on a été à Aubusson pendant 3 jours et on va vous parler donc de ce voyage absolument fabuleux dans la Creuse. Où on a pu appréhender un petit peu tous les savoir-faire de la tapisserie. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que le savoir-faire de la tapisserie maintenant est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et c'est une ville où il y a la place, parce que quand on va aux manufactures des Gobelins, par exemple, souvent c'est des tapisseries d'artistes reconnus, et on ne sait pas qui a fait. Donc, qui a fait, c'est l'invisible, en fait. Voilà, qui a réalisé la tapisserie, enfin. Voilà, donc on dit ici, ça va être l'atelier un tel, mais on n'a aucune idée, en fait, de qui fait partie de l'atelier, quels outils ils ont. Et qui est l'auteur. Voilà, donc en fait, il y a pas mal de métiers dans le monde de la tapisserie. Il y a la teinturerie, il y a évidemment le tissage, il y a la couture à la fin. Parce que quand on fait, par exemple, deux couleurs franches l'une à côté de l'autre, il y a un trou, donc il faut les coudre. Donc ça va être des couturières. Et il y a les gens qui font les cartons. Voilà, le carton. Voilà. Donc c'est assez fabuleux. Alors il y a eu deux choses qu'on n'a pas visitées. Alors ce qui était génial, c'est qu'on a passé 3 jours sans prendre un seul transport.
On aurait pu aller jusqu'à feuilletin, mais bon, on n'a pas eu le temps de le faire. Et Qu'est-ce que c'est, donc il y a feuilletin? le musée. C'est la ville d'à côté. En fait, c'est la ville d'à côté. Mm. Et on aurait pu dire maintenant les tapisseries, on dit Aubusson, mais ça aurait pu être feuilletin. D'accord. Mais feuilletin n'a pas la réputation d'Aubusson. Bien sûr. Je sais plus pourquoi. Ben, parce qu'ils n'ont pas les entreprises, peut-être aussi. Ils sont pas aussi anciens. Oui, voilà, ils n'avaient pas. Tout ce que possède Aubusson. En fait. Enfin, on a retenu Aubusson. Donc, effectivement, il y a les cartonniers. Donc, on a voulu visiter le musée de la cartonnerie, mais bon, ils n'ont pas été aimables. Alors, les Creusois sont tout à fait charmants. On a rencontré le cordonnier, la patronne d'un café, tout ça, c'était le extra. fleuriste. Le fleuriste. On vous racontera. Et bon, alors, Mais par les contre, le cartonniers, non. musée de la cartonnerie, non, là, ils nous ont fait une tranche pas possible, donc on n'y a pas été. Et il y a une ancienne, il reste 2 manufactures en fait à Aubusson, la manufacture du four qu'on a été visiter, mais qui date le bâtiment est du XXe siècle. Et il y a une ancienne manufacture qui ne travaille plus, mais qui a un tissage en cours pour quand les touristes viennent. Et là, on a été mal reçus, donc on s'est tiré aussi. Voilà. On a vu un coloriste Un teinturier, tu veux dire? Un teinturier, voilà. Voilà. Alors, on peut commencer peut-être par la teinture. Oui. Alors, c'est fabuleux parce que, en fait, donc, il y a la teinturerie. Donc, c'est quelqu'un qui s'appelle Thierry. Et en fait, le teinturier, moi, je vais dans une boutique de tapisserie près du passage Choiseul et c'est lui qui teint la laine. Donc, c'est en un fait, artisan. C'est un artisan qu'on a réussi à joindre sur son portable et qui nous a ouvert l'atelier. Donc c'est fabuleux parce qu'en fait ils ont à la manufacture du four par exemple, bon il y a une teinturerie aussi évidemment, ils ont je crois 987 teintes. Et les uns comme les autres, ils ont absolument rien décrit. C'est-à-dire qu'en fait ils vont utiliser 3 pigments. Donc Anne-Emmanuelle, tu m'aides? Oui. Le jaune, le bleu. Voilà, et le rouge, jaune, enfin les 3 couleurs primaires. Les 3 couleurs primaires. Et ensuite, à vue d'œil, ils ajustent pour que ça corresponde exactement avec la teinte de la tapisserie. Et parfois, quand ils sont complètement à l'ouest, ils reteintent tout en noir. C'est-à-dire que s'il y a loupé, quoi. Voilà, si les chevaux est loupé, bon, ils reteintent tout en noir. Mais sinon. Et pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas le rattraper si vraiment il y a plus de bleu, trop de... Mais reteinte en noir, c'est pas simplement pour masquer, c'est pourquoi? C'est pour le réutiliser autrement, parce que sinon il est fichu. Mais comme une couleur noire. Oui, voilà. D'accord. Voilà, mais alors c'est bizarre parce que j'avais rencontré quelqu'un en fait dans ma boutique de tapisserie qui m'avait dit que dans les tapisseries anciennes il n'y avait jamais de noir. Ouais, c'est vrai. Et ça c'est que dans des tapisseries contemporaines. Donc ça m'étonnait un petit peu. Ça c'est à la manufacture du four qu'ils nous ont expliqué. Mais en fait ils ont des couleurs témoins. C'est pas des chevaux, ça s'appelle. Je me souviens plus du nom. On va dire échevettes. Donc en fait ils vont comparer leurs couleurs témoins. Parce que leurs commandes, elles sont... et ils vont la comparer à l'œil. Alors, il faut qu'ils tiennent compte du fait que, comme la laine est plongée dans des bains, eh ben, elle est mouillée. Et il faut qu'ils tiennent compte de la lumière, qui n'est pas une lumière naturelle. Donc, et ils n'ont absolument rien décrit. C'est-à-dire que là, ils peuvent dire sur un rouge, bah tiens, il faut que ce soit un peu plus jaune. Alors, moi, je suis complètement scotchée. Je trouve ça magnifique, extraordinaire. Donc le teinturier en fait indépendant, le conseil régional, là il est en train de former une femme qui risque de le remplacer parce qu'il va bientôt partir à la retraite et c'est le dernier. Donc pour la boutique de tapisserie où je vais, c'est un petit peu de drame quoi. Hein, mais s'il est remplacé, si elle est formée. Ah bah ça, il nous a dit qu'elle était extra, qu'elle avait un œil extraordinaire. Mais donc ils ont absolument rien décrit. Ils ont 3 couleurs et donc à la manufacture du four de mémoire, mais peut-être que je me trompe, ils ont 987 teintes. Mais comment veux-tu, noter, écrire des choses qui relèvent seulement de la sensibilité artistique des gens, de l'œil, de l'expérience, etc. Tu ne peux pas écrire là-dessus.
Oui, mais c'est pour ça que c'est tout à fait important que ces gens-là soient visibles. Tout à fait. Parce que quand on voit une tapisserie, on va voir, je sais pas, je pense à Mayol, parce que d'Expo, on a été voir, il y avait du Mayol. Donc voilà, tapisserie Mayol. Bah non, c'est pas la tapisserie Mayol. Le dessin, il est de Mayol, mais la tapisserie, elle n'est pas de Mayol. Puis nous, on aime bien ici rendre effectivement hommage à tous ces gens qui travaillent dans l'ombre et qu'on oublie souvent. Et qu'est-ce que tu voulais dire? On aurait pu imaginer que pour une telle couleur, il y avait une telle référence quand même. Pour un vert prairie, alors qu'un vert d'arbre, on aurait pu imaginer qu'il y avait telle dose de jaune et de vert et un tout petit peu de rouge. Et en fait, non, ça n'existe pas. C'est vraiment tout de mémoire, tout visuel. Et c'est vraiment incroyable, en fait. Hein. Et toi qui barbouille aussi, tu dois bien savoir que quand tu as ta palette, que tu mets des couleurs dessus, des couleurs primaires, et que tu cherches une couleur particulière, tu fais ça à ta sensibilité, au pif, comme on dit. Oui, mais c'est pas industriel, c'est-à-dire que c'est pas une commande. C'est-à-dire que là, ils sont quand même tenus à reproduire généralement une peinture. Donc c'est une commande, quelque chose de très précis. Donc on pourrait imaginer quand même qu'il y ait quelque chose d'un rapport très proche, très appliqué de la couleur et en fait ce qui n'existe pas. Ce qu'ils doivent avoir, c'est des couleurs témoins, mais c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Mais ça, ils ont des... J'ai été à ma boutique de tapisserie hier et en fait elle m'expliquait, elle a un stock qui date d'il y a 15 ans, elle n'arrive pas à écouler le violet. Et alors à l'époque, en fait, parce qu'ils ont des couleurs qui suivent. En fait, je ne savais pas, mais ils ont leur propre couleur, cette boutique, en fait. Donc, quand on dit que mes couleurs sont belles, c'est en fait grâce à la boutique. C'est la manière dont tu les utilises, parce qu'une couleur, elle peut être très belle, mais tu peux en faire un gros caca. Enfin, donc, ils nous ouvrent, et je dis ça parce que, donc, elle me racontait, alors, il y a des fois, il y avait des petits écarts de teinte, parce qu'elles aussi, hein, elles ont l'œil, hein. Et donc, elle disait, c'est pas grave. On les garde, parce qu'elle m'expliquait qu'en fait, ils commandaient au kilo. Ils ne peuvent pas, parce que les bains, je sais pas comment tiens Robert, je vais te montrer. Tu vois, c'est un truc comme ça où tu as les écheveaux, tu as une cuve en dessous, ça baisse, ça remonte. Tu vois, je m'explique bien là. Et donc, Anne-Emmanuelle, elle a raison parce que, tu vois, Annie, là, elle est bloquée avec des teintes qu'elle ne peut pas écouler. Et en fait, sa couleur, c'est vraiment la couleur qu'elle veut. Parce qu'elles font elles-mêmes leur tapisserie. Donc, c'est la couleur de la... Donc, effectivement, il n'y a pas d'écart. Tu vois, tu dois être vraiment juste dans la teinte. Et donc vous êtes allé à Aubusson et vous avez vu donc ce musée de la tapisserie, c'est un musée qui a ouvert récemment, je crois qu'il y a à peine 2 ans. Hein. C'est la Cité internationale de la tapisserie, hein. Donc effectivement qui a été reconnue il y a, les dates, il y a quelques années, on va dire, mais c'est tout récent. C'est tout récent. Et donc l'exposition que vous avez vue s'appelle Première de Cordée. Alors c'est ça, la Première de Cordée, c'était l'ensemble dans l'ancienne cité de la tapisserie. Une exposition temporaire. Voilà. Mais alors, moi j'ai été tellement émue par cette expo qui s'appelait Première de Cordée que j'ai complètement zappé ce que j'ai vu à la cité. C'est pour ça qu'il faut que j'y retourne. La collection permanente. C'était tellement extraordinaire cette expo que... Et en fait, parce que la Première de Cordée, c'est le bouquin que vous avez. En fait, c'est rendre hommage aussi à ces invisibles, toutes ces femmes qui ont travaillé les tapisseries, et ces femmes qui sont souvent des femmes d'artistes, des mères d'artistes, des femmes de copains. Voilà, c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est souvent des proches en fait. Et c'est Première de Cordée, c'est que en fait, c'est toutes les broderies qui ont été à l'origine de la renaissance un petit peu de la tapisserie à Aubusson. C'est ce qui est écrit, c'est Première de Cordée, broderie d'artistes à l'origine de la rénovation de la tapisserie. Voilà, de la rénovation de la tapisserie. Alors on peut dire 2 mots sur les métiers aussi parce que c'est intéressant. En fait, les tapisseries se font soit sur des métiers de basse lisse, c'est-à-dire qui sont horizontaux, soit de haute lisse, c'est-à-dire qui sont verticaux. Alors la lisse, alors ça c'est monté par des hommes. Alors au départ les métiers de basse lisse, donc ils sont horizontaux et c'est des bancs, voilà.
était interdite aux femmes. Parce qu'on disait que quand elles étaient enceintes, par exemple, c'était dangereux pour... donc, t'entends, ça a été... mais à la manufacture du four, il n'y avait que des femmes, il n'y avait pas de femmes. Hein. Oui, on n'avait que des femmes. Et donc, voilà. Donc, en fait, la lisse, c'est ce qui va permettre, donc, le tissage. Bon, faut intercaler les fils. Hein. Donc, les lisses, en fait, c'est ce qui va permettre, avec des manettes qui sont au pied, d'intervertir les fils pour passer le... Donc, en dessous, elles ont le carton. Donc, le carton, en fait, c'est le dessin au crayon à papier, voilà, noir, avec les couleurs, avec le nom des couleurs notées. Et alors, quand c'est zigzag, hein, ça veut dire dégradé. Donc, c'est fabuleux parce que ces femmes, elles ont le carton en dessous, donc des fois, elles refusent des cartons. Parce que ils sont pas bons. Donc c'est retourné à l'envoyeur. À la couleur, elle trouve que ça correspond pas. Et donc c'est retourné au cartonnier. Enfin, je crois. Ouais, elle expliquait. Voilà. Donc le dégradé, en fait, oui, ça va être difficile. Donc le dégradé, c'est des zigzags. Donc pour faire une tapisserie de 3 mètres sur 2, c'est ça? C'était ça à peu près? Ça dépendait desquelles. Elle mettait un mois. Pas plus? Non, pas plus. 3 mètres sur 2, un mois? C'était énorme. Enfin, j'exagère en disant 3 mètres sur 2. Parce qu'elle travaille à haute tension. C'est-à-dire que, c'est vrai qu'il n'y a pas de repos, quasiment. Et donc, elles sont dans une hyper productivité, surtout qu'elles sont peu nombreuses. Ouais. Et donc, elles travaillent sur commande encore à la manufacture du four. Donc, en fait, une tapisserie, elle peut être produite 8 ou 10 fois, je ne sais plus. Ça, tu sais peut-être, Robert? Non, pas du tout. Non, je sais pas. C'est pas comme les sculptures où oui, les sculptures, c'est 8 fois. Ça doit être ça. Ça doit être 8 fois. Et les estampes, par contre, les estampes, ça peut aller. Dali, lui, c'était 2000 exemplaires, toi, donc ça vaut rien du tout. Mais une estampe, disons 30 exemplaires, c'est à peu près la règle. Mais les sculptures, alors la sculpture, les bronzes, en tout cas, on parle des bronzes. Là, c'est très, très, très réglementé. La tapisserie, c'est pareil, mais je comprends pas pourquoi. Pour que ça garde parce que, si tu veux, d'abord parce que je pense que les moules de fonte, c'est pas inusable, hein, et puis, si tu veux, c'est la rareté qui fait le prix aussi, tu vois, et une question d'argent aussi, une question de... Les gens qui ont les droits sur la reproduction des sculptures, c'est généralement les familles, puis maintenant il y a des choses qui sont dans le public, c'est différent. Et si tu veux, si un Rodin, si le penseur de Rodin, pour citer la plus connue de ses œuvres, a été reproduite à des milliers d'exemplaires, c'est dommage, mais c'est pour protéger l'auteur, en fait. Oui, c'est pour protéger l'auteur, protéger aussi la qualité, tu vois, si tu veux, l'art, c'est quand même un domaine particulier, donc c'est pas de l'industrie, c'est pas de l'artisanat, tu vois, c'est des œuvres qui doivent se rapprocher le plus possible de l'œuvre originale, justement peut-être aussi à cause de la rareté. Et puis je te dis, il y a peut-être une histoire, là je suis moins sûr de moi, mais j'imagine, une histoire de moules, etc., qui sont, tu vois, parce que tu fais en général un moule d'après un plâtre. Alors c'est des moules à cire perdue, des choses comme ça, tu vois, mais voilà, c'est pas des choses, c'est des choses fragiles en même temps. Le plâtre, c'est fragile en même temps. Oui, le plâtre, c'est fragile. Ouais. Alors il y a peut-être des considérations comme ça techniques, mais je pense que c'est plus une question de rareté et d'argent. Pour la tapisserie, sûrement. Non, mais pour la sculpture aussi. Oui, non, la sculpture, on peut imaginer que les moules s'abîment à force d'être utilisés, mais la tapisserie, on pourrait imaginer de pouvoir la démultiplier, puisqu'à chaque fois, on prend des fils et qu'on Oui, mais à chaque fois aussi, on a le risque de prendre des fils qui ne correspondent pas exactement comme nous l'explique Anne et puis Corinne. Et tu parlais de la basse lisse et la haute lisse. Oui, donc là, nous, on a vu que des basses lisses, parce qu'il y a un atelier dans Aubusson. Donc moi, j'avais contacté quelqu'un à la cité de la tapisserie pour les rencontrer. Donc il m'avait conseillé d'y aller, mais elle travaillait. Moi, j'ai pas osé l'interrompre. Donc là, on a vu que des métiers de basse lisse. Oui, et on a vu aussi la réalisation de tapis aussi. Ils font aussi des tapis, dans leur
manufacture. Puis on avait aussi un artiste. De mémoire, la manufacture du four, une fois qu'ils ont fait leur 8 tapisseries, là, ils vendent des canevas. Voilà, avec la laine pour... Oui. En format réduit, j'imagine. Oui. Et puis il y a un artiste, enfin, là le nom m'échappe parce que j'y repense, mais c'est-à-dire qu'Anne-Emmanuelle elle voit les photos d'un artiste et alors il faut absolument qu'on y aille. Non, parce qu'il habitait juste à côté. Hein, non, mais c'est-à-dire qu'on demande à la patronne du café qui le connaît parce qu'elle le salue tous les jours et qui nous dit bah vous allez là-bas, il habite là-bas. Bon, alors ok, on y va, puis on a été super bien reçus. Et voilà, il nous a présenté tout ça. En fait, surtout ses cartons en fait, hein, parce que finalement dans ses réalisations il en avait quelques-unes, mais avant tout c'était un dessinateur, donc il nous a présenté des cartons et il nous a un petit peu expliqué son approche aussi artistique, mais c'est vrai qu'à chaque fois c'était des commandes, c'était lui-même qui mettait en place des réalisations dans une perspective de vente et de commande, mais bon c'était après on peut pas vraiment chiffrer combien ça coûte parce que ça dépend de la qualité et des attentes de chacun des artistes. Donc, mais c'était très intéressant. Comme quoi, Aubusson, je veux dire, c'est un pôle au niveau de la tapisserie, de rencontres et vraiment de surprises. On peut suivre la création depuis ce que vous appelez le cartonnier, là, mais aussi l'artiste. Parce qu'il y a des artistes aussi, probablement. C'est un artiste, lui. Oui, il fait la peinture. Oui, voilà, il faisait de la peinture. Et il peut peut-être gagner sa vie en faisant des cartons. Voilà. Justement, moi, je posterai sur le blog une petite vidéo parce que là, en ce moment, c'est pareil, au Buisson, il y a tout un travail autour de Tolkien. Il y avait une exposition Tolkien pendant que vous y étiez. Et je crois que jusqu'en 2020 ou 2021, ils ont prévu de sortir des tapisseries. Je ne sais plus combien ils en ont prévu au total. Mais là, ils venaient de sortir la 4e ou la 5e. Et donc, il y a une petite vidéo qui présente la fille qui, justement, fait les cartons. Et elle explique comment elle travaille. Donc, elle a reproduit en grand le dessin et comment elle va travailler sur les dégradés de vert, de bleu, des paysages. Enfin, donc, c'est vraiment un métier spécifique. Sans passer les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Le fond, nous femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, asservis, humiliés, les femmes achetées, vendues, violées. Dans toutes les maisons, les femmes hors du monde reléguées. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, seules dans notre malheur, les femmes, l'une de l'autre ignorées. Ils nous ont divisés, les femmes, et de nos sœurs séparées. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, reconnaissons-nous, les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble on nous opprime, les femmes, ensemble révoltons-nous. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, levons-nous, femmes esclaves, et jouissons sans
tabou. Et alors, on peut parler, Anne-Emmanuelle, de la vidéo qu'on avait vue à la Cité internationale de la tapisserie, de la femme à qui il confie, en fait, la confection de sa tapisserie, et qui dit qu'elle a un côté sauvage dans sa façon de... Alors, c'est un peu bizarre de penser qu'on peut tisser de façon sauvage, mais je crois que c'est ce terme-là. Elle l'interprète, c'est son interprétation un peu... Qu'en fait, il dit que l'interprète, il est aussi important que... Et à Aubusson, tout ça, c'est entièrement visible et c'est mis en avant. Donc, c'est absolument émouvant et touchant. En tout cas, là, sur le petit dépliant que vous avez ramené, en plus du bouquin, effectivement, donc ce sont souvent des gens connus, hein, puisqu'on voit Émile Bernard, on voit Mayol, on voit Bissière, enfin... On voit des peintres connus, Braque, et effectivement, il précise par qui est fait l'exécution. Donc, on voit que sur Émile Bernard, souvent, c'est exécuté, il y en a une qui s'appelle Femme au bord du Nil, c'est André Faure, et en fait, André Faure, c'est la sœur du poète Paul Faure, qui était un ami d'Émile Bernard. Donc, c'est vraiment des relations, et des fois, ce sont les mères. Enfin, Émile Bernard, c'est Émile Bernard et Maria, qui faisaient la bretonnerie. Non, qui faisait la broderie, qui faisait l'exécution, qui exécutait. Et Émile Bernard, donc, il n'y a pas que la c'est un métier de basse-lisse ou de haute-lisse? Oui, c'est ça, oui. Là, c'est de la laine. Mais pourquoi on les appelle des brodeuses, alors? Oui, voilà. Là, c'est de une broderie à point coupé, Femme au bord du Nil, broderie à point coupé, et c'est de la laine sur canevas. Alors que bretonnerie, celle qu'on regardait ensemble, tu me disais, c'est du patchwork, c'est des aplats. Voilà, c'est des aplats. Et là, donc, c'est plus un travail, effectivement, de tissu, d'application. Et heureusement que tu précisais qu'on peut voir, parce qu'on ne voit pas sur la partie, la grande photo, c'est que les visages sont aussi refaits on voit les traits du visage après avec une laine claire qui marque les yeux. Et moi, c'est vrai que ça m'a surprise parce que c'était quasiment la première. En plus, bon, la dimension est très importante. Et je me suis dit, c'est complètement étrange, ces visages tout blancs. Et en fait, tu arrives près de la tapisserie et tu vois qu'en fait, le visage a été fait en blanc, si tu veux, avec un point. Oui. Donc il faut bien définir qu'il y a la broderie, parce que là j'ai devant moi une tapisserie de Roger Bissière. Donc il y a la broderie qui est d'un certain côté en fait du tissu cousu pour constituer en fait une tapisserie, et puis celle du point. C'est la tapisserie classique. Et la tapisserie classique avec un point particulier. Sur une toile de jute ou un canevas. Voilà. En fait, que là la broderie c'est plus sur un tissu à l'aplat. Voilà. La broderie, non, c'est Ah oui, mais alors là, il n'est pas question de métier de basse-lisse. Non. Le travail de Roger Bissière. C'est la tapisserie aussi. Mais c'est vrai que faut définir un petit peu les deux. Tout à fait. Enfin, là, je pense qu'il parle de broderie aussi, Anne-Emmanuelle. Broderie, oui. Voilà. D'ailleurs, Roger Bissière, on peut voir qu'il a travaillé, c'est sa femme, c'est Catherine Lotte qui l'appelait Mousse. On avait fait toute une émission sur Roger Bissière. On était allé voir son travail à Bordeaux. Il y avait un peu une rétrospective et il y avait quelques tapisseries justement. Alors pas du tout celles que vous avez vues là, qui ont l'air assez fantastiques. Mais c'est donc sa femme qui travaillait quoi. Oui. Et eux ils appellent ça broderie d'application. Quoi. Ah ouais, ça j'apprends, tu vois. J'aurais pensé que les brodeuses, c'était brodeuses bretonnes, là. Mais t'as un métier à tisser, toi. Bah moi, c'est-à-dire que je mets la toile de canevas sur un métier, oui. Ouais. Mais en fait, j'ai pris un métier mobile parce qu'il y a des métiers sur pied. Et moi, je vais pouvoir emporter ma tapisserie. Là, on voit, il précise, il peut y avoir des points lancés, des points de reprise. Enfin, voilà, c'est les différents points lancés réguliers. Et il y a des choses qui vous ont marqué plus que d'autres dans ce que vous avez vu sur ces tapisseries. Moi, j'avais beaucoup apprécié celle de Roger Bissière que je découvrais, mais c'est effectivement, comme tu dis, c'est de la broderie, c'est pas véritablement la tapisserie. Donc, mais c'était aussi une découverte. Mais après, toi, ton regard un peu plus de spécialiste, averti, c'est vrai que... c'est-à-dire que moi, c'est surtout un travail qui me touche énormément. Bon, il y a Bissière, mais il y a... il y a un rapport naïf et d'art brut, un mix une poésie qui est... Chez Bissière, qui est assez particulière et il a fait une broderie après Hiroshima qui est absolument magnifique, qui est celle-ci là. Bissière. Bissière, ouais.
Et j'ai beaucoup apprécié le travail d'une femme, mais bon, moi j'ai une très mauvaise mémoire, donc je me souviens pas du nom, où c'était des petites broderies, mais c'était fabuleux, c'était, on va dire, du point lancé. Et c'était fabuleux. Enfin, c'était un foisonnement de, je sais pas, d'imaginaire, de beauté, puis on imagine un travail... ben voilà, ça doit être ça. Jeanne Kosnick-Kloss. Ah, c'est une malade de l'Est. Fil de laine sur fond non visible, point lancé libre. Ça, j'avais adoré. Tu vois, par exemple, là, tu vois un visage et elle fait qu'avec des teintes différentes. Ah ouais. Ah oui, c'est assez hallucinant. C'est même hallucinatoire. Ouais. Ah ouais. Mais ça foisonnait parce qu'il y avait aussi Jean Lursa. Bon, Jean Lursa, il est vachement connu maintenant pour ceux qui connaissent un petit peu la tapisserie. Oui, puis comme justement celui qui a permis de rénover toute la tapisserie, de relancer la tapisserie en fait. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il a relancé la tapisserie parce qu'il a refait des commandes à Aubusson. Voilà. Parce que effectivement, s'il n'y a plus de commandes, il n'y a plus de sous et donc parce que il y a une manufacture, mais je crois qu'avant il y en avait 6 quand même à Aubusson. Ouais. Donc, même pour les gobelins, il a été en quelque sorte. Surtout, c'est qu'il a introduit le noir par contre. Les grands aplats en fait. Il a introduit les grands aplats et justement une technique qui nécessitait moins de temps, ce qui permettait quand même que le prix de revient de la tapisserie moins soit... de diversité dans les couleurs. C'était simplifié. Oui, c'était assez franc quand même. Ah oui. C'est là qu'il a, enfin, en quelque sorte, il a révolutionné la tapisserie en réduisant, mais en s'inspirant des premières tapisseries du haut Moyen-Âge et tout ça, où le nombre de couleurs était extrêmement réduit. Quand tu vois la tapisserie, la fameuse chose normande là qui fait... La tapisserie de Bayeux. Bayeux, il n'y a presque pas de couleurs. Oui, et puis c'est une... Elles sont un peu effacées aussi avec le temps. Oui, mais il n'y a pas une multiplicité de laine, toi. Mais il y avait les tapisseries aussi, vous aviez dû voir... Les couleurs primaires surtout. En tout cas, quand on a visité l'expo au Gobelin, c'était bien précisé que l'URSA, enfin après dans sa bio, tout ça, que c'était vraiment inspiré, si tu veux, des premières tapisseries où justement le nombre de couleurs était extrêmement réduit. Parce que c'était devenu tellement complexe avec le nombre de couleurs, c'était plusieurs centaines, tu vois, que ça devenait un travail considérable, tu vois, pour faire une tapisserie. C'était vraiment le truc qui pouvait durer des mois, des années, quoi, tu vois, à cause de cette multiplicité de tons. Et là, c'est-à-dire que c'est moi dans mes tapisseries, enfin moi c'est après avoir vu Jean Lursa que je me suis autorisée à faire un peu plus d'aplats, je connaissais pas le nom. Bah oui, voilà. Parce que je me suis dit tiens c'est possible, alors que moi je faisais plein de petites couleurs les unes à côté des autres. Bon, je sais pas, Oui, un peu comme cette nana que tu m'as montré qui fait du point lissé là. Oui, mais t'as vu le nombre de couleurs. Bah oui, c'est ça. C'est invraisemblable. Tu vois. Si tu veux, dans le nombre de couleurs, tu arrives à voir la figure, enfin c'est... Oui, mais enfin c'est un travail que je qualifierais d'un peu démentiel, quoi, tu vois. Parce que... Mais c'est peut-être pour ça que j'ai aimé. Hein. Oui, peut-être. Je dois avoir des points communs, ça doit être ça. Et Fernand Maillot, vous vous en souvenez? Parce que moi, j'aime beaucoup, là, quand je feuillette le catalogue. En fait, ça me fait penser presque à Oui, mais je crois qu'on l'a vu, je crois que c'était dans la dernière salle. En fait, salle. je crois que c'est Berrichon. Et en fait, quand je vois ce travail, ça me ferait penser presque à la BD en ligne claire ou aux gravures d'Henri Rivière. Et en fait, ou à Mathurin Meilleux. Il y a quelque chose un peu comme ça dans le style, et je trouve que c'est vraiment... Ah oui, tout à fait, ouais. Ah, c'est tout à fait mieux. Mais eux et Henri Rivière aussi par le graphisme un petit peu. On peut dire quand même que alors donc ce bouquin à l'époque il n'était pas paru parce qu'il est paru après la fin de l'expo. Mais bon, je sais pas s'il y a des auditrices ou des auditeurs qui sont intéressés, il est disponible par correspondance à la librairie de la Cité internationale de la tapisserie à Aubusson. C'est un beau catalogue parce qu'effectivement il y a toutes les œuvres que vous avez vues qui sont représentées à la fin avec quand même un texte explicatif qui
qui est assez conséquent. Et puis en plus l'histoire de la tapisserie, il y a plein de choses quand même détaillées dans la première 28 partie. euros, hein. Ce Fernand Maillot, là justement, c'est sa femme, c'est Fernande apparemment qui travaillait pour lui, quoi. Bah, ouais. Mais c'est extraordinaire ces liens quand même, parce que t'imagines le nombre d'heures. Enfin, tu vois, il doit y avoir un lien quand même entre la personne qui exécute le travail et celui qui fait le dessin. Enfin, je sais pas. Ça me rend admirative. Oui, parce que encore l'URSA, toujours l'URSA, il avait un atelier à Paris une lissière à Paris. C'est elle qui a fait beaucoup de son travail. Ils n'étaient pas maqués ni rien, mais voilà, il avait cette lissière qui avait son atelier, je sais plus où, qui avait un atelier où elle travaillait, tu vois, et c'était voilà, et une personne toute seule, tu vois, mais qui avait apparemment un métier magnifique, quoi, tu vois. Alors, il était attaché à elle, mais ça se comprend en même temps. Tu vois, comme tu as des graveurs qui font appel à des imprimeurs spécialisés dans la gravure pour faire leurs estampes, tu vois, parce que si tu veux, le fait que des graveurs actuellement fassent eux-mêmes leur estampe, c'est pas évident. Souvent, c'est des gros caca parce qu'ils n'ont pas le métier. Mais oui, c'est ça. Voilà. Oui, c'est ça. Mais par contre, quand on avait vu Jean Lursa à la Manufacture des Gobelins, il y avait, je parlais à une dame, c'est les dames qui sont assises dans les salles, je sais pas quoi. Et elle me disait que, en fait, Jean Lursa, au fur et à mesure de sa vie, s'était vraiment imprégné de la tapisserie. C'est-à-dire que les dessins qu'il faisait à la fin, sans doute, alors j'ai pas bien compris ce qu'il y avait derrière, tu vois, mais c'est qu'il s'était vraiment imprégné de la tapisserie et qu'il faisait ses dessins en imaginant déjà le rendu de la tapisserie. Oui, je pense que ça doit être différent de quand tu peins. Parce que dans la tapisserie, tu as des règles. Tu vois, quand même, tu peux pas faire n'importe quoi. En peinture, tu peux faire n'importe quoi. Mais en tapisserie, tu peux pas faire n'importe quoi. Donc, il y a des règles. Et si tu veux, il y a un style tapisserie aussi. Il a fallu leur ça. En tout cas, lui, il a imprimé un style à la tapisserie. Tu vois. Moi, je dirais que toi, t'es une fille putative de l'URSA. Ton style, ton travail, ça rappelle, si tu veux, c'est pas du tout des copies ou des succès d'année de l'URSA, mais on sent une filiation quand même. D'accord. Tu vois. Et on avait vu des tapisseries de Chagall, c'est au musée de Gênes-le-Roi, non? C'est pas Tourcoing qui avait une exposition sur les tapisseries de Chagall, justement. Oui, mais c'est toujours pareil. Les tapisseries de Chagall, c'est les peintures de Chagall qui sont interprétées en tapisserie. Puisque l'URSA, non, c'était pas ça du tout. Ils faisaient pas des peintures qu'après on pouvait interpréter en tapisserie. Voilà, c'est ça. Ils faisaient des cartons exprès pour la tapisserie. C'était son boulot. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la Manufacture du Four, c'est les lissières qui vont faire, en fait, au premier étage, t'as l'atelier couture. Alors, on avait une femme aussi nettoyer une tapisserie, hein, ça se nettoie. Ça se nettoie à l'aspirateur, mais version tout doux. Et donc, elles ont, c'est une roue. C'est une roue avec un cordon, là, voilà. On met un espèce d'entonnoir, enfin de triangle comme ça en carton, et elles vont chercher leur laine numérotée parce que toutes les laines sont numérotées, et c'est elles qui font tourner la roue pour faire leur laine. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que c'est des choses qui sont chaque laine est de plusieurs couleurs ou non? Ça dépend de la non, mais si tu veux, pour tisser, elles ont besoin, c'est elles-mêmes qui font leur propre... non. Elles peuvent assembler plusieurs fils, tu veux dire? Ou non, c'est ça? C'est-à-dire qu'elles prennent l'écheveau, si tu veux, quand elles tissent, elles ont pas un écheveau, elles ont un espèce de truc triangulaire où il y a le fil autour et où elles passent comme une navette. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc elles le font avec cette roue. Ah ouais, d'accord. Voilà. Et à la fin, il y a donc l'atelier couture. Alors ce qui m'a fait, j'ai adoré parce que donc il y avait une femme qui était en train de faire alors de la couture évidemment invisible. Alors après ce qu'elles font, parce qu'il va y avoir des une couture invisible, c'est que tu vois pas les points. Voilà, c'est ça. Donc l'atelier couture, parce que ça se termine par des franges.
évidemment. Donc, elles font l'ourlet. Et à chaque fois qu'il y a une coupure franche, elles sont obligées de coudre. Et là, la sonnerie sonne. Écoute, j'ai jamais vu quelqu'un se lever aussi rapide. Elle a lâché son aiguille. Je sais même pas si elle avait fini son point là. Et alors, en 5 minutes, la manufacture, elle était vide. Oui, parce qu'il nous expliquait que pendant la canicule, parce qu'en fait, les femmes qui tissent sont en haut parce qu'il y a une verrière pour avoir la lumière du jour. Et pas trop de décalage au niveau des Donc, couleurs. comme il y avait eu la canicule, elles bossaient de 7h jusqu'à 15h, c'est ça, je sais plus. Des horaires aménagés. Ils avaient aménagé les horaires. Mais bon, c'était fabuleux parce que en plus Aubusson, moi j'en avais un souvenir. J'y étais passée, j'en avais pas un souvenir superbe. Et puis c'est vrai que j'ai adoré en fait la ville. Ah oui, alors il faut absolument qu'on parle de cette. On parle avec le cordonnier, voilà. Alors qui nous dit, mais c'est Garouste, c'est ça? Je me souviens plus qu'on a vu à la Garouste. Voilà. Oui, voilà, qui est à l'hôtel de ville, à la mairie. Donc le cordonnier nous dit, oui, il y a une tapisserie de Garouste à la mairie. Donc on file à la mairie et on voit c'est une super grande tapisserie. Moi je connais pas, j'ai pas les mesures dans l'œil. Et ça raconte une histoire géniale. Alors c'est une légende grecque. Voilà. Donc c'est Arachné qui n'est pas une déesse. Et qui dit qu'elle tapisse comme une déesse. Donc la déesse en question arrive, je sais plus son nom, et lui dit, mais tu n'as pas le droit de dire ça, tu es une mortelle. Voilà, c'était une mortelle, la déesse est immortelle. Et donc elles font chacune leur tapisserie, et en fait c'est la tapisserie d'Arachné qui est la plus belle. Donc la déesse la change en araignée, pour la condamner à tisser toute sa vie. Et donc la tapisserie de Garouste raconte ça. En plus, Garouste, c'est un féru de mythologie. Garouste, il a une culture impressionnante sur tout ce qui est religion, sur tout ce qui est mythologie. C'est un puits de science. Mais avec une modestie. Alors. Donc en fait, ça donne envie d'aller au Buisson de vous entendre. Ben oui, alors moi j'aimerais bien y retourner. Oui, on a été hébergés. Je fais mon petit appel quand même à la radio. Donc si quelqu'un veut aller à Aubusson, je veux pas y retourner toute seule. Bien qu'on ait été hébergés dans une chambre d'hôte. Absolument génial. Chez Suzanne, qui est une Anglaise romancière qui s'est installée à Aubusson. Et qui est en plein centre-ville, on était proche de tout. Et puis alors les chambres étaient très anglaises, genre les édredons, 5 coussins sur le lit. Et donc, avec le petit-déj, on a payé 30 € par nuit, ce qui est correct. Ce qui est correct. C'est un peu notre histoire à Aubusson, mais en plus la ville est entourée de forêts. Ouais. Non, mais c'est vraiment la cité moyenâgeuse, parce que avant les petites villes comme ça étaient toujours entourées de forêts, c'était vraiment le typique. Là c'était cerné, parce que ça doit être quand même dans une petite cuvette, donc c'est. Et puis donc il y a à côté des chambres d'hôtes de Suzanne, il y avait la Creuse qui passait. Enfin tout ça pour dire que tous ces invisibles qui ont fait autant d'heures de travail, ils deviennent visibles. Donc ça c'est super. Si vous passez par la Creuse, il faut absolument rester 2 jours à Aubusson. Voilà. Merci Corinne et Anne-Emmanuel pour ce reportage. Ce débriefing. Qui donne envie d'y aller, même si cette exposition n'est plus d'actualité. Le bouquin est à feuilleter, de toute façon, ou acheter 28 €, je trouve que c'est pas excessif pour ce qu'il y a dedans, c'est intéressant, quoi. Et puis découvrir effectivement peut-être les tapisseries Tolkien, les nouvelles expos, et puis tout le travail de ces invisibles.
c'était Veridisco de Daft Punk, un morceau qui plaît beaucoup à Emmanuel, mais qu'on a un petit peu écourté parce qu'il est quand même répétitif, mais elle était d'accord avec la coupe. Et on va en profiter pour reprendre un petit peu mon blabla du début de cette émission concernant Aubusson. Là, on va ajouter quelques-uns de nos commentaires à l'interview de ces deux jeunes artistes là, qu'on a enregistré la semaine dernière. Voilà. Ouais, en fait, bon, nous ont déjà donné envie d'aller au Aubusson. Bon, en tout cas, c'est vrai qu'aller découvrir toutes ces tapisseries, que ce soit ce qu'ils sont en train de faire sur Tolkien, que les collections permanentes et que tous ces ateliers. Mais d'abord, voilà, on avait évoqué donc dans notre discussion un peu à bâton rompu la tapisserie de Bayeux. Alors je suis allée vérifier. Et en fait, la tapisserie de Bayeux, elle a 10 couleurs différentes. Ouais. Mais en fait, ces 10 couleurs différentes, apparemment, on pensait 8, mais finalement, ce sont 10 couleurs différentes, mais qui sont obtenues seulement à partir de 3 teintures végétales, qui sont la garance, la gaude et l'indigotine. Voilà, il précisait que les couleurs avaient peu souffert de l'exposition à la lumière parce qu'elles n'étaient pas exhibées en permanence. En fait. Mais c'est pour ça, c'est la grande révolution, si vous voulez, de la tapisserie de l'URSA. C'est qu'il s'est inspiré en quelque sorte des techniques de l'époque où a été créée cette tapisserie de Bayeux, c'est-à-dire qu'il y avait un minimum de couleurs, alors que dans la tapisserie classique, jusqu'à ce que l'URSA ramène sa science, c'était 300 couleurs, entre 300 et 400 couleurs, quoi. Ça devenait d'une complexité infinie. Et lui, avec très peu de couleurs, mais surtout des grands aplats de couleurs, il a renouvelé complètement le vocabulaire de la tapisserie. Voilà, et pour les spécialistes de la tapisserie, donc ils précisent que cette tapisserie de Bayeux, et il y a 4 points de broderie qui ont été pratiqués pour la réaliser. Donc il y a un point de tige, un point de couchage, qu'on appelle également le point de Bayeux. Et après, il y a 2 autres points, il y a un point de chaînette et un point fendu. Donc je pense que ça va parler aux spécialistes. Oui, aux spécialistes. Nous, ça ne nous dit rien du tout. Hein. Je pense que Corinne comprendra déjà beaucoup plus. Ouais, et que ceux qui pratiquent un peu la tapisserie ou qui ont envie d'y réfléchir sauront un petit peu de comment. Et maintenant, combien il y a de points actuellement? Là, je sais pas. En fait, dans le livre que Corinne m'a prêté pour la semaine, il y a une première partie technique qui montre effectivement les différents points. Donc là, combien est-ce qu'il y en a qui sont représentés? Je sais pas, je dirais peut-être une dizaine quand même. Ah oui, non, mais ça c'est ancien, mais aujourd'hui, si tu veux, avant que l'URSA mette son grain de sel là-dedans, il y avait combien de points? Ouais, ça je sais pas, il faudrait se pencher plus en avant sur tout ça. Voilà. Enfin, c'est le catalogue d'Aubusson, quoi. Ouais. Voilà. Là, il y a 13 points. En fait, sur le catalogue d'Aubusson, il représente 13 points qui sont peut-être les points de base de la tapisserie. Quoi. Ouais. Et voilà. Et sinon, alors, j'étais un petit peu fouillée parce que je suis curieuse. C'est une fouilleuse, c'est tout simplement une fouilleuse. Voilà, on a parlé de cette tapisserie de portraits de femmes là qui est très colorée avec plein de fils, enfin des fils de couleurs très vives. Et en fait, cette femme s'appelle Jeanne Kosnick-Klosch Freundlich. En fait, c'est la compagne de Otto Freundlich, c'est même sa femme, quoi. Ouais, et le musée de Pontoise, donc en 1968, avait reçu la donation des œuvres de Jeanne et de son mari Otto Freundlich. Nous, on les avait vus quand on est allé à ce musée de la Tour, là, de Tour, oui. Et on n'a jamais eu d'entretien avec le conservateur. C'est dommage parce qu'on voulait justement parler de cette donation. Et donc, il y a des tapisseries qui font partie de cette donation, quoi. Oui, pour petit rappel, Freundlich, c'était un peintre, un sculpteur qui a découvert Gaston Cessac alors qu'il était à des balbutiements du crayonnage enfantin. C'était leur voisin, en fait. C'était leur voisin à Paris, voilà. Et c'est lui qui l'a révélé, enfin surtout il l'a révélé à Cessac lui-même. Et puis voilà, il a fini sa vie comme c'était un juif pendant la guerre. Il a été enlevé par les Allemands, comme beaucoup de nos concitoyens de confession juive, et il est mort à Auschwitz ou à Dachau, enfin dans c'est comme la mort là. Ouais, il est mort à Sobibor. À Sobibor, bah, encore pire. Alors à Sobibor, c'était vraiment
l'horreur des horreurs, Ouais. s'il y avait un degré dans l'horreur. En tout cas. En fait, Jeanne, donc au départ, avait eu un premier mariage bon, qui s'est mal passé, et elle avait été au départ collaboratrice d'Otto Freundlich, puis après elle est devenue sa compagne, et en fait ils ont travaillé ensemble, et elle n'a pas eu la nationalité française, donc elle était obligée de se cacher, donc le couple a été passé plusieurs années dans un petit village des Pyrénées orientales, à Saint-Paul-de-Fenouillet, puis à Saint-Martin-de-Fenouillet, où là les artistes continuaient leurs travaux, et là c'est un voisin bien intentionné qui les a dénoncés. Donc lui, à peine arrivé en camp, il a été mort tout de suite. Une ordure bien intentionnée, il faut dire les choses comme elles sont. Voilà. Parce que les balances, on connaît, nous on a été victime des balances, et ben voilà, c'était pendant la guerre, on risquait sa peau, mais maintenant on risque moins sa peau, on risque juste sa réputation. Voilà, donc elle, en fait, je crois qu'elle n'a pas été, elle n'a pas été arrêtée. Donc elle a continué son travail de broderie, et elle a poursuivi aussi toute cette œuvre, et voilà, ça. Tu peux me la montrer déjà, parce que j'avais beaucoup aimé Alors, cette. il y a ça, c'est d'autres travaux. Il y a ces travaux-là, et l'autre, c'était un portrait. Là, je sais pas si je Ouais, vais pouvoir le après, retrouver on voit les facilement. couleurs flamboyantes là. Voilà, c'est l'autre, c'est ça. C'est Ah oui, vraiment c'est un ça, visage c'est un presque- peu brut, Ouais, brutal ouais. même. On dirait presque une peinture de, je sais pas, même de Soutine, voilà, c'est un peu dans cet esprit. Ah oui, c'est magnifique. Ça, c'est ce qu'elle a fait que tu m'as montré là, c'était plus classique, mais là, C'est plus géométrique en oui, fait. plus oui. géométrique. Et moi, je déteste les choses géométriques. Parce que là, elle s'est lâchée, mais c'est un foisonnement de couleurs et de traits. Ça s'appelle comment ce truc de fil là? C'est un nom. Le fil, de la manière dont on l'emploie là. Si. C'est filet ou je sais pas comment on dit. Ouais, fil de laine c'est des points lancés libres. Les points lancés libres, voilà, c'est ça. Et c'est absolument extraordinaire. Ouais. Et alors là, dans ce bouquin, justement, pour ceux qui auront envie de se le procurer, il y a tout un chapitre aussi sur le rôle des femmes, parce qu'en fait, je pense qu'elles l'ont quand même bien montré, c'est que ces tapisseries ont souvent été faites par des artistes, et que les femmes qui les entouraient étaient des femmes très proches, et des femmes qui ne pouvaient que partager une certaine intimité, pas forcément toute l'intimité, mais qui devaient vraiment comprendre Ouais. ce qui était demandé pour arriver à traduire comme ça une interprétation. En fait, on peut comparer ça à un musicien qui va interpréter une partition, quoi. Il faut vraiment sentir tout ce qui doit se transparaître à travers ses fils et ses couleurs, quoi. Oui, et pas forcément une compagne au lit, hein, parce que, par exemple, encore l'URSA, je vais vous ramener ma science avec l'URSA. D'ailleurs, Corinne, notre tapissière, là, on pourrait dire que c'est une, comment dirais-je, il y a une filiation avec le travail de l'URSA. Voilà. Et l'URSA, lui, sa tapissière, enfin celle qui fabriquait ces tapisseries, elle avait un atelier à Paris, un grand atelier à Paris, et c'était une professionnelle de la tapisserie, une tapissière qui avait son métier, etc. Mais ils vivaient pas du tout ensemble. Hein. Ouais. L'URSA, il avait une femme. C'était Yvonne Deltombe. Ouais. Et apparemment, l'URSA vantait son intelligence dans l'interprétation. Ben voilà, mais certainement comme le suggère ma camarade, si vous voulez, il y a aussi une proximité sensible, en tout cas, parce que on peut pas interpréter un carton d'artiste comme on peut interpréter. C'est comme un interprète musical, un pianiste ou un violoniste ou n'importe quel interprète de musique dite classique. Eh ben, suivant sa sensibilité ou sa proximité sensible avec l'artiste qu'il interprète, il se rapproche de l'artiste ou pas aussi proche que ça. Voilà, il fera vibrer l'œuvre de l'artiste d'une manière différente, suivant sa proximité avec la musique qu'il interprète. D'ailleurs, dans ce chapitre sur le rôle des femmes, il parle de connivence entre le concepteur et l'interprète, d'harmonie, de complicité entre deux êtres, dont l'un transcrit par le fil et par l'aiguille les idées créatrices de l'autre. Voilà. Ouais. Et Mathurin Méheux, justement, lui dit que art et artisanat sont liés et se confortent l'un l'autre. Le savoir-faire est aussi important que l'acte créateur. Ah, bien sûr. Ouais. On avait parlé aussi de Roger Bissière là, pendant cet entretien. Et Roger Bissière donc, a travaillé, lui, avec sa compagne. Roger Bissière disait le tableau, qu'il soit à l'huile, à l'eau, qu'il soit fait d'étoffe, de ciment ou de la boue des chemins, n'a qu'une seule signification. La qualité de celui qui l'a créé et la poésie qu'il porte en lui. Et l'article continue en disant qu'il terminait ses lignes en exprimant toute sa tendresse et sa reconnaissance pour celle qui l'avait aidé, entre guillemets, à donner une réalité concrète et durable à ces images faites de pièces et de morceaux. Voilà. Ouais.
Oui, parce que c'est aussi on qualifie ce travail de tapisserie alors qu'il n'y a pas du tout de tapisserie au sens classique du terme. C'est c'est des patchwork en quelque sorte. Voilà. C'est des assemblages de morceaux de tissu colorés qui vont représenter une image reconnaissable ou pas. Ça peut être abstrait ou figuratif. Dans le cas de Bissière, c'était plus abstrait que figuratif. Ouais, ça dépend, parce qu'il y a des celui sur et par contre, Bissière, apparemment, sa compagne avait aussi une part de créativité, puisqu'elle elle rajoutait des patchwork ou des fils justement visibles. Elle interprétait, elle pouvait rajouter des fils visibles, et c'était vraiment parce qu'elle savait que ça allait complètement avec ce que imaginait son mari, quoi. Donc voilà. Et alors il y a un site, je le mettrai en lien sur le blog, un site, ça s'appelle Saint-Trappe, qui est complètement consacré à Aubusson, qui est très intéressant. Il y a tout un onglet Aubusson tapisserie, et qui parle, par exemple, qui raconte quand Aubusson a été cité dans des écrits, dans des chansons. Et j'ai même découvert qu'il existait une chanson qui s'appelle La chanson d'Aubusson, sauf que malheureusement je l'ai pas trouvée mise en musique. Elle est signée Victoria Villeli, avec des paroles d'Adolphe Joignet, une chanson ancienne, voilà, qui commence ainsi: chantons pour toi, ô cité millénaire, comme autrefois nos bardes nous trouvèrent, chantons comme eux la beauté de tes sites, chantons nos preux, nos tapis, nos artistes. Et il y a un refrain: pendant que sur la chaîne d'un léger fil de laine nos doigts tissent des fleurs, chantons, chantons en chœur, sur notre terre marchoise que la bruyère pavoise, il n'est de plus beau nom que celui d'Aubusson. Voilà, il y a une suite. C'est la publicité ancienne, voilà, mais elle était un peu plus poétique que l'actuelle, où on voit que des nanas dénudées ou des bagnoles avec, voilà, qui se, voilà, belle bagnole, quoi, voilà, qui pas toutes les performances, tout ça. Donc, merci encore, Corinne et Anne-Emmanuel, nous avoir consacré tout cet après-midi pour nous donner envie d'aller visiter Aubusson et de voir toutes ces tapisseries, quoi. Alors, non seulement elles ont consacré ça, mais elles ont amené la bouffe aussi, le pinard, tout, voilà. On s'est cloqué 2 litrons de pinard, on a un poulet qui fait au moins 10 kilos, aux 3 kilos de patates rissolées, plus des petites entrées, comment on appelle ça, des choses là qu'il y avait en entrée, là, du houmous. Du houmous, le houmous. Voilà, c'était vraiment, on est sortis, on était tous contents. Tire l'aiguille, ma fille. Demain tu te maries, mon ami. Tire l'aiguille, ma fille. Ta robe doit être finie. Sous tes doigts naissent des fleurs, faites de paillettes, de diamants. Le diadème d'oranger porte bonheur, est entre les mains de ta maman. Tire l'aiguille, ma fille. Tire l'aiguille, ma fille. Ta chambre est couverte de petits bouts de soie. Le chat sur le tapis s'en donne à cœur joie. Près du feu qui danse, le fauteuil se balance et berce ton père endormi. Ta maman, sans dire un mot, achève de plier ton trousseau. Ton papa saura demain, après le bal, qu'un mariage coûte bien du mal. Tire l'aiguille, ma fille. Tire l'aiguille, ma fille. La lumière de la lampe fume et chancelle. Tes yeux se couvrent d'un rideau de dentelle. Ne les laisse pas se fatiguer, mon ami. Demain, il faut être joli. Et quand l'orgue chantera
semez votre route de bonheur. Laï, 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 laï. Tire, tire l'aiguille, ma fille. Laï, 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 laï. Tire, tire l'aiguille, ma fille. Tire, tire l'aiguille, ma fille. Laï, 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 laï. C'était Tire, tire l'aiguille par René Lebas. René Lebas, pardon. René Lebas, oui, sur Radio Soupente, hein. La station des rapins, 100 fois, sans loi et sans corbette, l'émission à racaille, qui se termine la partie artistique consacrée à Aubusson, capitale de la tapisserie, avec nos deux camarades, comment dirais-je, Corinne et Anne-Emmanuel, voilà. Bien, salut les copines, à bientôt. Bah, je crois qu'on se voit samedi pour l'anniversaire de Corinne. Et il y aura une galette des rois. Voilà, bon. Tout de suite, on va vous parler des expos avec celles qui se terminent, celles qui commencent, etc. etc. Ouais, alors les expos, on va tout de suite peut-être parler de celle qu'on a trouvée il n'y a pas longtemps, là, au musée Ossip Zadkine, L'instinct de la matière, une exposition qui a commencé le 28 septembre et qui se termine le 10 février 2019. Donc, on est toujours en avance. Voilà, bah si, on ira probablement d'ici une quinzaine de jours, donc pour découvrir ce travail autour de la matière au musée Zadkine. Après, dans les autres expositions, celle qu'on n'a toujours pas faite, c'est celle du musée Marmottan, qui concerne des collections de l'impressionnisme, un voyage des impressionnistes au Faux. C'est jusqu'au 10 février 2019 au musée Marmottan. Et on peut rappeler rapidement celles qui sont encore d'actualité qu'on a visitées. Ferdinand Gueldry à Nogent-sur-Marne jusqu'au 29 mai. Transmission Transgression au musée Bourdelle jusqu'au 3 février. Et les affiches de presse au musée Eugène Carrière jusqu'au 31 mars. Oui, bah voilà, on a tout dit, hein. Et puis maintenant, bah écoutez le culturel de la semaine. Alors j'ai revisionné hier un film qui est pas tout jeune, qui s'appelle Inglourious Basterds, un film de Quentin Tarantino, et sur moi c'est le genre de film terrible, mais bon, comme ma camarade, elle avait regardé une fois la première partie, et quand ça débutait, ça l'avait complètement terrifié, puisque c'est des SS qui perquisitionnent une ferme dans l'alpage, et le fermier, il est bien obligé de les recevoir, hein, et en fait il cherche des juifs. Le SS, l'officier SS qui est là, c'est un major, je crois, un colonel. Il est appelé le chasseur de juifs, c'est son surnom. Et alors, effectivement, dans cette ferme, dans la cave au sous-sol, il y a une famille juive, et le SS, c'est un chasseur, hein, il a le pif, il dit donc au fermier, si vous ne me dites pas où ils sont, toute vos familles y passera, quoi. Alors le fermier, il est devant un dilemme, soit toute sa famille y passe, soit il indique au SS où sont les juifs qui théoriquement ont disparu, mais pour cet officier SS, ils n'ont pas disparu, ils sont planqués. Et donc il indique le sous-sol. Et là, je vous dis pas la suite parce que c'est tellement horrible. Enfin bref. Il faut bien découvrir le film pour ceux qui n'ont pas vu. Alors, il y a une jeune fille, Shoshana, qui a réussi à s'échapper par le soupirail. Toute sa famille est morte parce qu'ils ont tiré des rafales de mitraillettes là-dedans. Voilà, et on va jusqu'à la fin où si vous voulez, Inglourious Basterds, c'est une équipe de tueurs juifs américains, mais des tueurs, mais c'est l'armée. Mais leur vocation, enfin la vocation de cette petite bande de soldats juifs américains, c'est d'exterminer le maximum de juifs en France, voilà, pour terroriser les Allemands, pour essayer de semer la panique chez les nazis, voilà. Et alors effectivement, ils chassent les soldats allemands partout où ils se trouvent, ils les tuent et ils les scalpent, où il les démembre, il les torture d'une manière atroce, voilà. Et donc ils ont une réputation qui remonte jusqu'à Berlin,
Hitler qui foudrage quand il est au courant des exploits de cette bande de juifs, parce que ce sont des juifs, ils ont été choisis pour ça, pour constituer cette espèce de bande de tueurs. Et c'est, comment il s'appelle l'acteur principal, je t'avais dit. Mais si, je te l'avais dit. Ah, mince. Enfin, c'est un acteur américain que j'aime bien. Voilà, enfin bon, c'est un film assez dur, mais en même temps réjouissant sur la fin, puisque, évidemment, il y a un happy end. Mais je vous le dirai pas, hein, parce qu'il y a Pidiekou qui fait des signes désespérés pour que je la ferme, parce qu'elle dit, il va encore tout raconter. Non, non, je vous raconte pas. Enfin, retenez vous pouvez le revoir, je pense, sur le net. C'est Inglorious Bastard de Quentin Tarantino. Voilà, c'est vraiment à voir. Et là, on découvre un acteur qui doit être de descendance allemande, je pense, qui fait le SS, mais qui est vraiment assez extraordinaire comme acteur. On l'a vu dans d'autres films où il est moins salaud, mais bon, là, on a vraiment envie de le tuer. Et puis ma camarade va vous parler d'un BD qu'elle a beaucoup aimé. Ouais, c'est l'incroyable histoire du canard enchaîné. Alors c'est voilà, ça a été sorti à l'occasion des 100 ans du canard enchaîné, 100 ans d'humour et de liberté. Et en fait, c'est sous forme de BD, ça raconte les débuts du canard enchaîné jusqu'à ses 100 ans. Donc comment ce journal, ils disent, est né dans la boue et le sang des tranchées de 14-18, avec la création de ce fameux palmipède. Et dans les dernières parties, en fait, les 3/4 du livre, après, c'est toutes les gros scandales dont le canard a parlé, a évoqué. Mais il y a toute la première partie qui est très intéressante, justement, sur l'histoire du canard enchaîné et des rédacteurs qui ont participé, et de ce canard qui, une fois ou deux, a coulé, puis est quand même reparti, quoi. Ouais, a coulé ? Oui, il y a eu quelques années, déjà il y a eu les périodes de guerre, et il y a eu des moments effectivement où c'était difficile, il y a des moments où le canard n'est pas paru, quoi. Ah oui, il n'est pas paru, mais il n'a pas fait Non, parce que le canard, ce qui est extraordinaire dans son parcours, c'est qu'au départ, si vous voulez, c'était pour lutter contre la propagande mensongère, la propagande de guerre, et alors il avait un double langage, c'est-à-dire que il fallait lire le canard, mais pas ce qu'il écrivait, mais ce qui sous-tendait dans son écriture. Ici, parce que il y avait la censure, hein, pour pas se faire censurer, etc. C'est le ton du canard, il est toujours le même, hein, c'est-à-dire de prendre les choses avec humour, mais un humour détourné, vous voyez, de manière à dire les choses, mais sans les dire, tout en les disant, quoi. Voilà, c'est le style du canard, et c'est comme ça qu'il a pu informer, si vous voulez, ses lecteurs, les poilus, tout ça, dans les tranchées, et tous ceux qui n'étaient pas planqués, il a pu les informer de la réalité de la guerre, mais pas de celle de la propagande, évidemment. Voilà, tout ce qu'on a fait pendant cette semaine. La semaine prochaine, on précise, normalement on rencontre jeudi la grand-mère, la petite fille de Jules Grandjouan, qui était un affichiste libertaire. Ouais. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer son arrière-petite-fille, et donc on a convenu d'un rendez-vous, et je pense que ça va être passionnant, parce que sa petite fille a 91 ans, et elle a l'air d'être en pleine forme. Elle a fait le catalogue raisonné de son grand-père, donc on va essayer d'obtenir plein d'infos sur cet affichiste libertaire vu de l'intérieur. Oui, et puis qui était célèbre, hein, c'est pas un obscur libertaire, voilà, non, c'était quelqu'un de très connu qui travaillait dans la presse, évidemment, pas la presse de droite, hein. Voilà, non, c'est pas ça. Ben, on va au musée Zadkine vendredi. Non, c'est la semaine d'après. Ah bon? Ah, mais j'étais persuadé que c'était vendredi, là. Ah oui, c'est pour ça que je ne comprenais pas quand tu m'as fait des signes de dénégation. Bon. Voilà, non, mais alors là, Jouan, pour nous, voilà, c'est une perle, ça nous arrive, c'est la première fois, je pense, que ça nous arrive de rencontrer une arrière-petite-fille d'un grand dessinateur, caricaturiste, satiriste, anarchiste, quelqu'un du 19e siècle quand même, c'est pas, hein, c'est 19e, 20e, mais c'est quand même assez exceptionnel. Et puis que sa petite fille soit encore vivante à 91 ans, et elle a toute sa tête, et elle a accepté tout ça, parce qu'elle a beaucoup de rendez-vous, tout ça, ça n'a pas été facile de caler un rendez-vous, voilà. Bon, on est content, puis j'espère que vous le serez aussi, hein. Et alors, vous écoutez donc toujours, mais c'est la fin, hein, je vous le dis tout de suite, si vous avez commencé à avoir des fourmis dans le fessier, Radio Soupente est la station des rapins sans foi, sans loi et sans courbette, émettant depuis un garni et diffusant sur internet aracaille.fr. Voilà. Et nous remercions Dorochèvre, Degard et sans attendre, Claude et André, nos auditeurs de la Nation,
Karine Ouzette, dite Karine. Une artiste, une amie de blabla de ma camarade Pigeot, se capable de passer 2 heures au téléphone. Non, vous imaginez. Enfin bon. Marie-Christine Béguet, qui est une graveuse gardoise de Pugeot. Christiane, qui est une dame qui maintient un état de propreté supportable à une librairie de la rue Amelot. Claude et William, de nos auditeurs chéri de Brest. Jean-Paul Souvran, un grand artiste de coup de Kerbranche, à proximité de Dunkerque. Voilà. Claudine, une copine très proche, une amie en quelque sorte, oui, même une amie sûrement, de ma camarade Piquet-Couille, Corinne, qui s'intéresse beaucoup à l'art et qui de temps en temps donne des tuyaux intéressants à ma camarade. Et elle a une bibliothèque artistique. Bon, bref. Et notre Arlésienne du Caire, Joël, qui en ce moment hante le Mali. Mais il y a des bleds un peu plus calmes pour aller passer ses vacances, un coup Mali, hein, surtout où il est. Hein, bon, enfin, passons, il a bien le droit, après tout, de fréquenter ce genre de région pas sûre du tout. Notre camarade Sabine et notre camarade Emmanuel et notre camarade Corinne, qui sont ces 3 artistes qu'on voit quelquefois quand même, pas très souvent, mais on voit quelquefois, et Sabine et Anne-Emmanuel, non, Corinne et Anne-Emmanuel qui étaient là pour cette interview qu'on vous a diffusée aujourd'hui. Frédéric, qui est aussi un artiste ami de cette petite bande de gonzesses, c'est ça que je vais me faire remonter les bretelles, voilà, qui habite à Lille, qui vient de temps en temps à Paris, et on est très heureux de le voir. Juliette Planck, une graveuse reléguée du côté de Rochefort-sur-Mer. Non, qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Qu'est-ce que tu fais là-bas, Juliette? Dis, mais pas revenir. Clément, un graveur qui grave sur tout ce qui bouge, mais qui a complètement disparu, apparemment, qui est plus visible en ce moment, et on s'inquiète un peu, beaucoup même. Voilà, on n'a pas de nouvelles de lui, il expose pas, etc., etc. Bon, enfin, on espère que c'est pas trop grave. Agnès Dubar, qui est une graveuse, elle est encore plus fort. Elle s'est exilée carrément en Ariège. Voilà. Ah oui, elle va donner des cours, là, elle va reprendre tu avais plus d'informations là-dessus? Elle a tout des stages de gravure qui sont prévus dans son coin, donc il y a plusieurs dates. Mais s'il y a des auditeurs intéressés, le mieux c'est de nous mettre un petit mail qu'on fasse suivre ces dates de stage. Voilà, tout ça, voilà. Hein, comme ça dans votre tête. Non mais Agnès, en tout cas, c'est une bonne. Hein. Nous, on était dans son atelier à Lille, on a vu son travail sur bois, c'est quelque chose. Enfin, ça veut rien dire, c'est quelque chose, mais c'est pour vous dire, quoi, que c'est pas n'importe quoi. Frédé et Geneviève, c'est pareil, on n'a plus de nouvelles de Frédé. Frédé et Geneviève, des caractéristes Tribule. Pierre-André Danguin, Thierry Morceau, un graveur belge. Mais lui, on n'est pas étonné de ne pas avoir de nouvelles, parce qu'il est en Belgique, hein, en même temps, puis bon, voilà, il est professeur, il est très occupé. Déjà, rien qu'avec sa gravure, ça doit lui prendre du temps. Colette, que ma camarade va voir demain matin, qui est la veuve de Audon, un grand artiste plasticien, voilà, qui travaillait, qui tressait du papier qu'il avait préalablement, comment s'appelle ce papier? Du papier craft. Du papier craft qu'il avait probablement peint, et il tressait des choses magnifiques, enfin des œuvres magnifiques, des soleils, c'est quelque chose de... Mais c'est un travail hallucinant, voilà, ça, on ne peut pas dire autre chose. Et Colette, eh bien, elle essaye de perpétuer sa mémoire et de faire qu'on n'oublie pas, en tout cas, son travail. Jacqueline Imbert, même punition, même motif, c'est aussi la veuve de Raymond Imbert, un grand artiste aussi, voilà, qui est à la limite de l'abstraction, du figuratif. C'est un passage, c'est le jalon, on dit le jalon manquant, non, on dit ça, le chaînon manquant, qui relie l'abstraction, qui relie le figuratif à l'abstraction. Voilà. Magnifique travail. Et ils habitent un petit village de Bourgogne où ils ont créé un musée d'art populaire qu'on a visité avec ma camarade, on vous en a parlé. Hein. Si vous pouvez y aller, il faut y courir. Hein. Ça va reprendre
les visites. C'est plutôt l'été. En fait, je pense qu'elle fait des visites privées sur demande. Oui. Et le nom du village, c'est Laduz. Laduz, L-A-D-U-Z. Voilà. Pierre-André, ah oui, je l'ai déjà dit, bon, Jacques Lénavert, Liliane et Laurence. Ah! Liliane et Laurence, qui signent sous le pseudo de Claude Isner, qui sont deux écrivaines de polar. Quand vous les voyez, vous vous demandez ce qu'il y a entre les polars, quel est le joint entre les polars et ces deux personnes. Ouais, et Laurence qui est toujours bouquiniste et qui m'a écrit que ce week-end elle allait sur les quais malgré le froid. Ah bah dis donc, courage, hein. Elle a vraiment du courage, parce que c'est des nanas comme ma camarade Pitiekou, comme Colette, comme Jacqueline. C'est des nanas qui sont épaisses comme des tringles à rideaux, qui sont hautes comme 3 pommes à genoux, mais qui ont une volonté, une puissance de travail invraisemblable. Bref, passons. On se sent petit à côté de personnalités comme ça. Michel Pellois, un peintre qui est mon voisin du dessus, un peintre qu'on avait reçu dans une émission, qu'on aime beaucoup aussi, enfin on aime beaucoup son travail en tout cas. Marie-Christine Perrondet et Christophe, 2 fabuleux syndicalistes qui sont tous les samedis sur les Champs-Élysées avec les gilets jaunes. Non mais quand même, il faut le faire. Hein. Moi j'aurais pas, vraiment, je n'ai pas l'énergie pour faire ça, mais alors eux, oui. Bravo. Hein. Ah oui, bravo les copains, voilà. Et qui sont en devenir de créer une radio libre. Voilà. Et là aussi on leur souhaite un courage énorme parce que c'est pas joué d'avance. Mais je pense que Marie-Christine, aucun défi ne la rebute. Marie-France, une militante de la FPS, voilà, qu'on a rencontrée à propos de choses sur la Palestine, etc. Et notre flamboyante, je veux dire, la petite fille du communard flamboyant aussi, voilà, qui anime sur une radio concurrente, Flemmardise et des cailloux dans l'engrenage. Et des cailloux dans l'engrenage, voilà. Aude, une aussi qu'on a rencontrée, qui est une psychologue de profession et qui a travaillé à Maison Blanche, voilà, où il y a dans l'atelier du non-fer, qui nous a permis de visiter cet atelier du non-fer. Et José Arthur du Mélange sur cette radio concurrente aussi. On citera pas le nom. Mais vous la connaissez. Et puis, parce que ça, ma camarade, si jamais je prononce le nom de cette radio concurrente, je me fais tuer sur place. Je finis pas la journée. Et Thierry de Trafic, un camarade qui nous a soutenus dans des moments difficiles. L'émission est à l'écoute sur notre blog arakai.fr. Et puis je crois que j'ai terminé ça. Ouais, moi j'ai juste une info, j'ai reçu un mail d'Antoine Manoury. Antoine Manoury est un de nos auditeurs, qui était un de nos auditeurs à l'antenne. Et il fait partie d'un groupe qui s'appelle Champignons et il passe régulièrement dans le 20e. Donc là ils seront le 26 janvier à 20h30 au Deux Marches. Le Deux Marches c'est un petit bar 22 rue de Bagnolet au métro Alexandre Dumas. Très sympa la rue de Bagnolet, c'est là où il y a la flèche d'or, mais il y a plein d'autres petits cafés justement où il y a de la musique, dont ce bar qui s'appelle Aux Deux Marches. Donc voilà, Antoine nous envoie régulièrement ces infos de concert. Bien, et merci pour votre écoute. Ouais. Puis à la semaine prochaine. Si vous nous avez écouté, si vous n'avez pas écouté, évidemment, vous ne pouvez pas savoir que vous demande de nous écouter, mais bon, pour ceux qui nous écoutent, merci. Et une pause musicale. Aux armes, Mélismel. Voilà. Et à ciao. C'est la lutte finale, un combat d'initiés sont les perdants qui gagnent, nos dames émancipées, les médias sous le roi, mon peuple articulé, d'un pantin au long bras, faut pas venir pleurer. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est terminé entre nous deux. La tyrannie sous l'étendard sang élevé, entendez-vous dans nos campagnes mugir nos pauvres de faim de froid, qu'ils viennent jusque dans vos bras, pleurer dans nos villes, nos sarcasmes aux armes, etc. Que veut cette horde militaire de traîtres et de rois conjurés quand ils nous traînent, quand ils nous traitent de cons, de braves, de pauvres Français quoi? Ces cohortes étrangères feraient la loi
dans nos foyers quoi, nos flics soldats mercenaires, alors qu'on est tous étrangers aux armes, etc. Comprime et la loi triche, l'impôt se rit des malheureux, nul devoir ne s'impose aux riches, le droit du pauvre est un mot creux, des preuves qui se ramassent à l'appel, l'égalité n'existe pas de droit sans devoir, dit-elle, égaux à la naissance parfois, liberté libre, bête et chérie, ce qu'on la tue n'ont que l'odeur, amour sacré.